1980, un procès hors norme s'ouvre à Pékin. 35 juges face à une femme, Jiang Qing, 66 ans. 5 ans plus tôt, elle et Mao Zedong, son mari, dirigeaient la Chine communiste. À présent, elle est accusée de crimes contre-révolutionnaires. Un homme surveille ce procès en coulisses, Deng Xiaoping, le nouveau numéro 1 du pays. Pour imposer ses réformes politiques, il doit d'abord faire condamner celle qui incarne l'extrême gauche du Parti communiste chinois. Donc, d'un côté, une femme décrite comme tyrannique, responsable de milliers de morts. De l'autre, un homme d'abord perçu comme le grand modernisateur de la Chine. Mais au fond, sont-ils si différents ? Deng Xiaoping a grandi dans une famille de propriétaires terriens du Sichuan. Dit comme ça a l'air sympa. Mais voici un siècle, la vie en Chine est franchement difficile, même pour les paysans aisés. L'Empire s'est écroulé. Il a été remplacé par une république en 1912. Celle-ci est fragile. Son autorité est contestée, notamment par les potentats locaux. Ceux qu'on appelle les seigneurs de la guerre, qui entretiennent un climat de guerre civile. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Mais à l'époque, c'est un pays archaïque. Pour en sortir, il faudra un siècle et la fin de l'une des aventures politiques les plus meurtrières de l'histoire contemporaine. La révolution maoïste. En 1919, on en est au début du parcours et le jeune Deng rêve d'un avenir meilleur pour son pays. Son modèle, c'est la France. Et son rêve, c'est Paris, la ville lumière. Deng est un élève petit par la taille. Il mesure à peine 1,50 m, mais grand par l'esprit. Repéré par ses maîtres, il intègre un programme éducatif chinois, le mouvement Travail-Études, qui lui permet de partir en France. C'est ainsi qu'à partir de 1920, il se retrouve élève à Bayeux, puis ouvrier en région parisienne, dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Là, il découvre le socialisme. Il partage d'ailleurs sa chambre avec un autre jeune chinois, Zhou Enlai, cofondateur du Parti communiste chinois en 1921. Ensemble, Deng et Zhou imaginent un avenir radieux pour l'Empire du Milieu, un avenir en rouge. En 1926, Deng Xiaoping, devenu communiste, part étudier en Union soviétique à Moscou. Là, il parfait son éducation marxiste-léniniste, car il a trouvé un sens à sa vie. Pour sauver son pays de la misère et de la décadence, il va rentrer en Chine et faire la révolution. Jiang Qing, elle, vient d'une famille pauvre, comme il en existe des dizaines de millions en Chine en 1914. Élevée dans le Shandong, entre une mère servante chez les riches et un père ivrogne, elle comprend assez vite qu'être une femme en Chine, ça n'est pas une partie de plaisir. Sa chance, ce sera le théâtre qu'elle découvre en 1930. Elle est jeune, 16 ans à peine. Elle est prête à tout pour sortir de la pauvreté et de l'anonymat. En 1933, elle arrive à Shanghai, la grande métropole, pour y tenter sa chance sous le nom de Lan Ping, pomme bleue. Là, elle commence à tourner dans des films populaires. Mais la crise économique fait rage. La situation politique est chaotique. Les Japonais menacent d'envahir la Chine. Résultat, après des débuts prometteurs, Jiang Qing patine. Or, dans les studios de cinéma, la comédienne croise des intellectuels marxistes. Elle, qui est ambitieuse, pressent que l'avenir de la Chine va se jouer du côté des révolutionnaires. Elle décide donc de devenir communiste. Sauf que les cadres du PCC, le Parti communiste chinois, n'apprécient guère Jiang Qing. Pour eux, ce n'est qu'une vulgaire starlette prête à utiliser ses charmes. D'ailleurs, la rumeur lui prête de nombreuses aventures amoureuses. Ces hommes méprisent la jeune femme. Pour Jiang Qing, c'est un affront, mais un jour, elle se vengera. 1934, le parti nationaliste au pouvoir, le Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, réprime dans le sang le mouvement communiste. Rentré en Chine, Deng Xiaoping milite dans la clandestinité. Il y rencontre Mao Zedong, qui le persuade que la révolution chinoise, pour réussir, doit s'appuyer non pas sur les ouvriers, comme l'ont fait les bolcheviks durant la révolution russe de 1917, mais sur les masses paysannes, infiniment plus nombreuses dans ce pays encore peu industrialisé. Ensemble, Deng et Mao créent un maquis dans les montagnes. Les nationalistes prennent d'assaut leur position, mais les communistes parviennent à s'échapper. Entre octobre 1934 et octobre 1935, malgré de sanglantes batailles, l'armée révolutionnaire trouve refuge dans les montagnes perdues de Yan'an. Cette fuite héroïque assure leur renommée. C'est la longue marche.
Désormais, des millions de jeunes Chinois rêvent de les rejoindre. Parmi eux, Jiang Qing. En 1935, à 21 ans, elle rallie la base rouge de Yan'an. Elle y croise Deng Xiaoping. Mais la comédienne n'a Dieu que pour Mao, le chef, que l'on surnomme le grand timonier. Amateur de très jeunes femmes, dit-on. Pourtant, Jiang Qing se lance. Elle séduit Mao et l'épouse. Mais les cadres du parti se méfient d'elle. Ils n'accepteront ce mariage qu'à une condition, que Jiang Qing s'abstienne de toute activité publique et politique. Face aux intellectuels qui dirigent le parti, elle, une femme du peuple, perd la face une fois de plus. En 1949, les communistes finissent par l'emporter sur le Kuomintang. Mao Tse-tung s'empare de Pékin. La République populaire est proclamée. Deng Xiaoping est l'un des artisans de la victoire. Efficace, loyal, Deng est le bras armé de Mao. Il est devenu l'un des hommes les plus puissants de Chine. Jiang Qing, elle, ronge son frein. Elle a donné une fille à son époux, mais elle reste isolée dans l'ombre du grand timonier. Malade et même hypocondriaque, elle ne partage plus grand-chose avec lui. Elle, qui voulait devenir une star, n'a pas renoncé à briller, mais c'est à peine si elle a été admise au comité directeur de l'industrie cinématographique. Or, c'est du pouvoir suprême qu'elle rêve désormais. Un revers politique de Mao Tse-tung va lui donner l'occasion de prendre sa revanche. 1958, 9 ans après sa prise du pouvoir, Mao Tse-tung lance le Grand Bond en avant. Un programme qui doit faire de la Chine une puissance industrielle en quelques années. Sur son ordre, les masses paysannes se lancent dans la construction d'infrastructures titanesques. Mais cette initiative n'a pas du tout l'effet escompté. C'est même un désastre. La production agricole s'effondre. Au moins 30 millions de Chinois meurent de faim. Les communistes modérés critiquent le Grand Bond en avant. À leur tête, Deng Xiaoping préconise la relance de l'économie sur une base plus libérale. Son mot d'ordre, qu'importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape les souris. Mis en difficulté, Mao Tse-tung doit céder la présidence de la République à Liu Shaoqi, un proche de Deng. Le grand timonier est humilié. Ce sentiment, Jiang Qing le connaît bien. Cet échec les rapproche. Dans l'ombre, le couple Tse-tung prépare une contre-attaque. Ensemble, ils vont bientôt déclencher un séisme politique, la révolution culturelle. Printemps 1966, l'aile gauche du Parti communiste réclame une reprise des réformes révolutionnaires. Son mot d'ordre, feu sur le quartier général, c'est-à-dire les caciques du parti, ceux qui ont évincé Mao. Jiang Qing prend la tête du mouvement. Au mois d'août, des millions de jeunes Chinois brandissant le Petit Livre Rouge, un recueil de maximes maoïstes, applaudissent le grand timonier sur la place Tiananmen à Pékin. Fanatisée, la jeunesse se déchaîne contre la hiérarchie. Jeunes travailleurs et étudiants s'enrôlent dans les gardes rouges, une milice qui persécute et déporte les professeurs et les cadres du parti. La société et la culture chinoise sont littéralement purgées. Jiang Qing tient enfin sa revanche. Accusé de révisionnisme bourgeois, les intellectuels qui l'ont méprisé sont impitoyablement traqués. Évidemment, sous sa direction, l'opéra de Pékin doit chanter les louanges de la Révolution. Arrêté, Liu Shaoqi meurt en prison. Deng Xiaoping ne doit son salut qu'à son vieil ami Zhou Enlai, proche de Mao. Mais il est dégradé et envoyé comme ouvrier dans un magasin de tracteurs. Son fils aîné, emprisonné, battu, devient paraplégique. Le pays tout entier sombre dans l'anarchie. 1976. Épuisée par des années d'agitation permanente, la Chine est à genoux. La révolution culturelle a tué plus d'1 million de personnes. La République populaire et son milliard d'habitants sont menés d'une main de fer par la bande des 4, un petit groupe de 4 dirigeants, dont Jiang Qing. Vieux et malade, Mao laisse filer. Mais le 9 septembre, le grand timonier meurt. Aussitôt, les ennemis de Jiang Qing relèvent la tête. Elle est arrêtée. La révolution culturelle est stoppée net. Bientôt, Deng Xiaoping reprend la direction du pays. À partir de 1978, il lance un train de réformes spectaculaires, ce qu'il appelle la voie chinoise du socialisme. Cette fois-ci, rien ne l'empêche d'imposer son programme de modernisation. Pour relancer l'industrie, il crée des zones économiques spéciales régies par les règles du capitalisme afin d'attirer les capitaux étrangers. Pour juguler la surpopulation, il impose la politique de l'enfant unique. À l'étranger, Deng fait un tabac. Le monde entier loue sa bonhomie. En 1979, il entame une tournée triomphale aux USA. Mais à l'intérieur, Deng exerce le pouvoir avec rudesse. Il liquide les gauchistes. Pour que sa victoire soit complète, il ne lui reste plus qu'à régler le sort de Jiang Qing. 1980.
Deng Xiaoping organise un procès à grand spectacle. En plus des 35 juges, un public de 600 personnes et surtout des caméras qui vont retransmettre l'événement dans tous les foyers équipés de télévision. Il s'agit de prouver à la Chine tout entière que le règne de l'impératrice rouge, comme le peuple et la presse officielle surnomment désormais Madame Mao, est bien terminé. Jiang Qing a déjà passé 4 ans en prison. Coupable ou non, elle n'a aucune chance. Le verdict est décidé à l'avance. Les charges retenues contre elle sont accablantes. Persécution contre des dirigeants du parti et de l'État. Complot en vue de renverser la dictature du prolétariat. Répression tous azimuts, etc., etc., etc. Pourtant, Jiang Qing ne se démonte pas. Loin de contester les chefs d'accusation, elle les assume avec courage et même sans vente. Elle insulte ses juges et menace le régime des effets de la vengeance des masses. Le 25 janvier 1981, elle est condamnée à mort avec un sursis de 2 ans. Eu égard à son défunt mari, la veuve Mao verra finalement sa peine commuée en prison à perpétuité. Malade, elle est placée en résidence surveillée et se suicide le 14 mai 1991. Elle laisse l'image d'une femme manipulatrice et avide de pouvoir, ce qu'elle était assurément. Mais cette image et ce discours accusateur sans nuance permettent aux dirigeants communistes de passer sous silence la responsabilité de son époux, Mao Tse-tung, dans les dizaines de millions de morts de la révolution chinoise. Et aujourd'hui encore, le portrait du grand timonier trône sur la place Tiananmen à Pékin. Deng Xiaoping, mort en 1997, a bel et bien révolutionné la Chine. Ses réformes ont permis l'essor phénoménal de l'économie. 10% de croissance par an en moyenne pendant 30 ans. Du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Un succès communiste accompli selon des règles capitalistes. Deng Xiaoping rêvait de redonner sa place de grande puissance à la Chine. Il a donc réussi. Aujourd'hui, il apparaît comme un leader pragmatique, aussi mesuré que Jiang Qing était extrême. Pourtant, il aura maintenu coûte que coûte la mainmise du Parti communiste sur la société chinoise. Et quand les étudiants contestent pacifiquement cette dictature en 1989 sur la place Tiananmen à Pékin, c'est bien lui, Deng Xiaoping, qui ordonne à l'armée de tirer sur la foule, faisant des milliers de victimes en seulement quelques heures. Au final, l'un et l'autre, le fils de bonne famille comme la fille du peuple, ont partagé une même vision de la révolution. Celle d'un exercice radical où le pouvoir se conquiert par la force et se conserve par tous les moyens.